C'était simplement avant de donner la parole au docteur Bonvoisin, je voulais simplement remercier la Belgian Society of Nephrology et la NBVN d'avoir collaboré de manière très étroite ces derniers jours pour communiquer au mieux par rapport à la situation difficile que nous vivons en dialyse et en transplantation pour faire entendre notre voix de vacciner rapidement nos patients. Donc, il y a eu plusieurs lettres et il y a une lettre du NBVN qui va être bientôt publiée et je fais leur appel au chef de service à qui j'enverrai probablement demain dans la journée la lettre pour co-signer et pour inviter le pouvoir politique à plus de simplification pour permettre à nos patients d'être vaccinés dans les meilleurs délais. Voilà, donc ça, je voulais remercier ces deux institutions. Je vous donnerai les références. Également remercier nos partenaires du GNFB qui permettent à nos soirées de continuer en 2020. Je présenterai l'image après, mais place à la présentation. Donc, Catherine, je te... Oui, merci Jean-Marc. Donc, je suis heureuse d'avoir ce soir comme orateur le professeur Michel Mouchen, qui est le chef du service d'immunologie, immunopathologie, médecine infectieuse au CHU Sartillement, et qui va nous exposer ce soir un exposé sur la vaccination contre le Covid, qui est un sujet brûlant puisque nous sommes en plein dedans et en plein dans les premiers pas, et qui va permettre probablement de mieux orienter nos patients vers cette vaccination qui est probablement indispensable si on veut sortir de cette crise. Je laisse la parole à Michel Mouchen. Voilà. Donc la première chose que je voudrais dire évidemment, c'est que on est tous confrontés, vous comme moi je suppose, à un climat assez dur de vaccinoscepticisme. Même si les chiffres, je dirais, d'adhésion du grand public sont plutôt, et du personnel médical et paramédical sont plutôt rassurants, malgré tout, vu que j'ai été un peu plus visible ces derniers jours, ben, j'ai quand même un flot de messages parfois agressifs sur tout ça. J'ai eu des plaintes alors des médecins pour conflit d'intérêts, enfin un peu de tout. Et donc, je pense que c'est important que nous, soignants, nous soyons convaincus de ce que nous proposons aux patients, sinon ça ne marchera pas. Regardez, ça commence bien, ce n'est pas du tout l'ordre des dias que je voulais. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? On recommence. Donc, ce que je vous disais, c'était que malgré tout, il était fondamental que les soignants soient convaincus de ce qu'ils proposent aux patients. Une étude européenne a montré que parmi les médecins, il y avait une grande défiance par rapport aux différentes informations concernant les vaccins. Ici, c'est dans différents pays européens, etc. Mais la France, notamment, je ne vois pas la légende parce qu'elle est cachée par les fenêtres, mais la France, dont on est proche par certains aspects, beaucoup de médecins français se plaignaient de peu de confiance dans les informations qu'ils recevaient de la part des autorités, du monde scientifique, etc. Par ailleurs, je suis très bien placé pour savoir que beaucoup de mes collègues m'envoient chaque jour des petites vidéos réalisées par des prétendus généticiens, etc., mettant en garde contre toute une série de choses. Et donc, les médecins eux-mêmes colportent et contribuent à la diffusion d'informations qui sont fausses. Et donc, mon message, c'est de dire, si vous avez des doutes sur les vaccins, ceux-ci en particulier, allez jusqu'au bout de vos doutes, creusez, réfléchissez, lisez, questionnez, et vous tomberez, sauf surprise de ma part, vous tomberez sur des choses fausses. Moi, j'ai contacté la plupart des généticiens en question en leur demandant exactement ce qu'ils entendaient dans les clips qu'ils diffusaient, et j'ai été rassuré parce que j'ai constaté qu'on avait soit de la méconnaissance, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Et donc, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout des choses, ne colportez pas d'informations sans les avoir vérifiées. Alors, on entre dans le vif du sujet. Tout d'abord, quant au bien fondé de la vaccination. En effet,
s'il y a bien une infection qui est très étrange à ce sujet-là, c'est le Covid, puisque vous avez des sujets qui sont très très peu symptomatiques, qui vont pratiquement rien faire du tout, évidemment des sujets qui vont être sévèrement malades, et on a l'impression que ce n'est pas le même, il y a nos deux systèmes immunitaires naturels et adaptatifs doivent, pour que les choses se passent bien, s'articuler d'une façon extrêmement précise, sinon on aboutit à des catastrophes. Et donc tout le problème est de savoir où on situe la vaccination dans cela. Et en effet, avant d'avoir les résultats très rassurants des études Pfizer et Moderna, des gens extrêmement sérieux et certainement pas vaccinosceptiques, comme Bart Lambrechts à Gand ou moi-même dans une certaine mesure, émettions certaines craintes quant à la possibilité que la réponse immunitaire puisse avoir possiblement un effet délétère, et je vais l'illustrer dans les dias qui viennent. Alors, ce qui est très clair, c'est que ce qui intervient dans la réponse de première ligne contre le Covid, c'est les interférons type 1, hein, les interférons alpha, bêta, oméga, etc. Et d'ailleurs, ce virus a développé, tout ce qui est en rouge ici, ce sont des protéines que le virus a acquises et qui lui permettent de neutraliser justement cette réponse de type 1, ce qui prouve que pour le virus, il est fondamental de passer cette première barrière. Alors manifestement, les sujets qui vont faire des formes peu symptomatiques, ils arrivent malgré tout, malgré toutes ces armes qu'a développé le virus pour passer cette réponse en interféron. Il y a des sujets qui arrivent malgré tout à s'en sortir et à faire une très bonne réponse. Dire, c'est que l'importance de cette réponse interféron de type 1 a été mise en évidence dans de très grands articles publiés dans Science en octobre dernier, où l'équipe de Jean-Laurent Casanova, qui est un grand généticien de la réponse immunitaire vis-à-vis des infections, a pu montrer que parmi les patients avec des Covid sévères aux soins intensifs, on retrouvait jusqu'à 10 à 15% de personnes présentant des polymorphismes altérant la réponse en interféron de type 1. Et chez d'autres personnes, la présence d'auto-anticorps dirigés contre les interférons de type 1, donc alpha, bêta ou oméga. Donc manifestement, les formes asymptomatiques sont liées à une très bonne réponse interféron alpha. L'anosmie que vous connaissez toutes et tous, elle est vue dans des articles récents comme un facteur de bon pronostic. Donc, les personnes qui font une anosmie comme premier symptôme sont souvent des personnes qui ne vont pas faire de forme sévère, et l'anosmie est connue depuis très longtemps comme un effet secondaire, notamment des traitements par interféron alpha dans les hépatites C. Donc, tout ça pour dire qu'on a deux groupes de patients. Les patients qui vont développer une très bonne réponse interféron de type 1 et qui ne vont pratiquement pas faire d'infection profonde, qui vont faire une infection qui va rester au niveau muqueux, et les patients chez lesquels cette réponse de première ligne va être dépassée. Alors, qu'en est-il de la réponse adaptative, donc en anticorps, chez ces patients-là? Est-ce que je peux retrouver vaguement quelques dias plic-ploc? Voilà, j'espère que vous voyez ceci. C'est un excellent papier. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer, sauf si j'arrive à les retrouver au hasard. C'est la première fois de ma vie que j'ai un bug comme ça sur un PowerPoint. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ce formidable article que je vous recommande. Donc, c'est vraiment un bel article où on a recherché des polymorphismes de la voie de l'interféron alpha chez des patients avec des Covid sévères, et dans lequel, justement, on trouve une abondance de mutations, ce qui confirme bien l'importance de cette réponse de type 1 pour se défendre contre ce virus. Alors justement, quand les défenses sont traversées, c'est là que l'immunité adaptative entre en jeu. Et voici un très très bel article et qui est riche d'enseignements, je trouve, pour la vaccination. C'est un article français dans lequel on a comparé le titre des anticorps neutralisants chez des patients Covid très peu symptomatiques, donc c'est ceux qui rentrent à la maison, ceux qui sont hospitalisés, mais je ne sais pas si vous voyez mon pointeur sur la présentation ou pas. Oui, okay. Ceux qui sont hospitalisés, mais qui ne vont pas aux soins intensifs, et ceux qui vont aux soins intensifs. Et ce que vous avez en noir, c'est la proportion de patients qui ont des anticorps neutralisants.
et en blanc, c'est ceux qui n'ont pas d'anticorps neutralisants. Et ce qui est tout à fait frappant et contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine d'une maladie infectieuse, c'est qu'on trouve essentiellement les anticorps neutralisants chez les patients qui sont allés aux soins intensifs et alors que les patients symptomatiques n'ont pas développé d'anticorps neutralisants. Donc manifestement, beaucoup de patients très peu symptomatiques n'ont même pas l'occasion de développer une réponse adaptative efficace. Alors évidemment, la grande question, c'est de distinguer la cause et la conséquence. Et donc là, bon, ça c'est pour la proportion neutralisant, non neutralisant. Là, c'est le titre atteint de ces anticorps neutralisants chez les différentes populations de sujets. Et ça confirme bien que c'est les gens les plus malades qui ont fait le plus d'anticorps neutralisants. Alors la question évidemment, c'est de se dire, est-ce que ces anticorps neutralisants sont délétères? Et beaucoup de messages qu'on formulait tout au début évoquaient la possibilité d'un phénomène de ADE. Et on entend toujours certains anti-vaccins dire ces derniers jours, j'ai entendu une dame, une Française, là de l'INSERM, évoquer cette possibilité d'ADE. Donc, qu'est-ce que l'ADE? C'est un phénomène qu'on a observé dans la dengue, dans l'Ebola notamment, et qu'on craignait de voir dans le SARS-CoV-2. C'est un phénomène par lequel l'anticorps va se fixer sur une particule virale et permet ainsi à la particule virale d'infecter des cellules qu'elle n'aurait pas pu infecter sans l'anticorps, une sorte de phénomène de cheval de Troie, parce que beaucoup de cellules possèdent des récepteurs pour la partie FC des anticorps. Et donc, ce phénomène a été très, très observé, même bien avant que les vaccins n'arrivent, parce qu'évidemment, si on avait pu démontrer ce type de phénomène dans le Covid, ça aurait été très embêtant pour la confection des vaccins, et ça n'a jamais pu être observé dans le Covid, et c'est très heureux. Donc, c'est un effet qui n'existe pas dans le Covid. Par contre, le débat reste tout à fait ouvert sur un effet pro-inflammatoire de ces anticorps. Et c'est certainement pas à des néphrologues qu'il faut le dire, puisque moi qui suis prof d'immuno, ça me rappelle un concept qui est vieux comme le monde, qui est ce concept de zone d'équivalence où quand vous avez beaucoup d'anticorps et peu d'antigènes, il n'y a pas de problème. Quand vous avez beaucoup d'antigènes et peu d'anticorps, il n'y a pas de problème non plus en termes de déclenchement d'un phénomène inflammatoire. Mais quand vous avez en même temps beaucoup d'anticorps et beaucoup d'antigènes, vous pouvez avoir des phénomènes inflammatoires qui se produisent. Alors évidemment, de mon temps, on expliquait ça par des dépôts de complexima de grande taille avec activation du complément. Bon, c'est pas exclu que ça puisse arriver dans le Covid, mais indiscutablement, ces complexima anticorps et Covid peuvent activer les macrophages via certains récepteurs et probablement peuvent intervenir dans ce qu'on a appelé le storm cytokinique des patients en soins intensifs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter la réponse en anticorps? Non, certainement pas, parce que c'est finalement elle qui permet à ces patients d'éliminer le virus. Il y a un lien incontestable entre la charge virale et le pronostic des patients. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les anticorps aient de l'avance par rapport au virus pour qu'on n'atteigne pas cette zone d'équivalence. Et précisément, ce que la vaccination permet de faire, c'est d'atteindre très rapidement un excès d'anticorps par rapport au virus pour ne jamais atteindre cette zone d'équivalence dans laquelle les anticorps peuvent participer à la réponse inflammatoire. Et c'est précisément ça qu'on fait avec le vaccin. Une autre implication des quelques dias que je viens de vous montrer, c'est que en moyenne, si on considère tous les patients qui font un Covid, la vaccination va procurer des taux d'anticorps neutralisants plus élevés que l'infection naturelle. Parce que dans l'infection naturelle, vous avez des patients comme ceci, des patients comme ça. Et donc, manifestement, il est tout à fait possible que des patients n'aient aucun anticorps neutralisant après l'infection naturelle, même si à la sérologie, je dirais, faite en routine, ils ont malgré tout un titre d'IgG, il est tout à fait possible que ce ne soient pas des anticorps neutralisants et qu'ils puissent donc être réinfectés un certain nombre de fois. Alors évidemment, on peut se dire que si la première fois l'immunité de première ligne a fait le job, il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas 2 fois, 3 fois ou 4 fois, mais on peut aussi imaginer des scénarios dans lesquels ça se passerait moins bien, soit parce que l'inoculum est plus important, ou bien le patient a un phénomène concomitant, et donc ça plaide, me semble-t-il,
pour, en effet, la revaccination de sujets qui ont déjà fait un Covid. Alors, il y a 1000 questions, et s'ils l'ont fait tout récemment, s'ils ont beaucoup d'anticorps neutralisants, est-ce qu'il y a bénéfice à le faire? Ça, je crois que c'est des débats qui restent ouverts et qui doivent être discutés au cas par cas. Mais globalement, ceci donne un sens à la consigne de vacciner tout le monde, qu'on ait fait un Covid ou qu'on ne l'ait pas fait. Alors, voici les vaccins. Bon, il y en a plein d'autres. Il y a une soixantaine de vaccins qui sont en cours de développement. Voici ceux qui sont le plus proches, je dirais, de l'utilisation clinique. En tout cas, oublions celui-là parce qu'il n'est pas encore, il est encore relativement loin. Mais bien évidemment, les 3 vaccins à RNA messager, donc le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna et le vaccin de CureVac, dont je dirais un mot, je peux le dire maintenant. Donc en fait, le vaccin de CureVac est basé sur une technologie tout à fait comparable. C'est une firme allemande avec des connexions belges, puisque Jean-Stéphane est président du conseil de guidance. Je ne connais pas bien la hiérarchie et les titres consacrés dans les entreprises, mais Jean-Stéphane, l'ancien directeur de GSK, est impliqué dans CureVac. Et CureVac réalise pour le moment des études de phase 3 en Belgique, et le gouvernement belge a déjà préacheté des doses de vaccins. Et l'originalité de l'étude de phase 3 de CureVac, qui va se développer dans les 4 hôpitaux académiques de communauté française, donc Erasme, Saint-Luc, enfin 4 des hôpitaux académiques de communauté française, il y en a d'autres, mais Erasme, Saint-Luc, Saint-Pierre et le CHU de Liège. Une des originalités de ce protocole, c'est qu'elle va spécifiquement intégrer des patients avec des comorbidités, dont des insuffisants rénaux et des greffés rénaux. Donc, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser dans les universités respectives dont vous provenez. Alors, à côté de ça, il y a les vaccins à vecteur ADN, dont le plus connu est celui d'AstraZeneca, qui est déjà largement utilisé en Angleterre, mais qui, pour des raisons, je dirais, il y a eu un bug dans l'étude clinique de phase 3, comme vous l'avez probablement entendu. Il y a eu une erreur sur la dose de vaccin qui a été administrée à la première dose. Là, certains sujets avaient reçu une demi-dose au lieu de recevoir une dose complète, et paradoxalement, ils ont mieux répondu que les autres. Donc tout ça a créé une sorte malgré tout, d'incertitude sur l'interprétation fine des résultats, qui fait que jusqu'à présent, ni la FDA ni l'EMA n'ont accepté le dossier, mais le dossier va repasser à l'EMA le 29 janvier, et il est possible que finalement il puisse passer. Alors le vaccin de Johnson & Johnson est également un vaccin adénovirus, et vous avez également un vaccin plus traditionnel, je dirais, basé sur une protéine recombinante, donc c'est la protéine spike recombinante, qui malheureusement ont donné des résultats décevants chez les sujets difficiles à vacciner, avec des titres d'anticorps neutralisants insuffisants, à tel point que Sanofi GSK a reformulé son vaccin, réentamé de nouvelles études de phase 1 et 2, et probablement que ce vaccin ne sera pas disponible chez nous avant 1 an. Alors, il y a les vaccins, je dirais, extra-européens. Par exemple, le fameux Sputnik 5, qui est un vaccin adénovirus également. Les vaccins chinois, il y en a de toutes les sortes, mais ceux qui sont utilisés largement pour le moment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ce sont, je dirais, entre guillemets, tout bêtement, des virus tués, comme on fabrique les vaccins de grippe, avec des réponses immunitaires qui, semble-t-il, sont satisfaisantes, bien que nettement moins bonnes que celles procurées par les vaccins à RNA messager. Alors, on peut, voilà, alors voici des différences subtiles entre le vaccin de Moderna et le vaccin Pfizer, par exemple, et vous savez que ce qui semble non négligeable, c'est les conditions différentes de conservation. Alors, je suis strictement incapable de vous expliquer pourquoi Moderna est arrivé à conserver son vaccin à -20 alors que Pfizer c'est -80. Est-ce que c'est réel ou est-ce que simplement
Moderna a eu entre guillemets, le courage de faire tous les tests pour montrer la stabilité alors que Pfizer ne l'a pas fait. Toujours est-il que dans les recommandations, c'est évidemment de respecter cette chaîne du froid avec les différences que pour chacun des vaccins. C'est des vaccins chers, comme vous voyez, beaucoup plus chers que les vaccins adéno, qui sont des vaccins beaucoup plus faciles à produire. Alors, on va tout de suite tordre le cou aux anti-vax qui ont fait beaucoup de foin concernant ces vaccins ARN messagers. Donc, il est faux de dire qu'ils n'avaient jamais été administrés chez l'humain avant cette crise Covid. Ce sont des substances qui sont en étude depuis plus d'une dizaine d'années, aussi bien dans des maladies infectieuses, la grippe, le Zika, la rage, que dans des cancers, des vaccins anti-cancer, que dans une perspective de thérapie génique. Alors là aussi, il faut être extrêmement précis dans la façon de communiquer parce que les adversaires des vaccins saisissent cela au bon. Ce n'est pas parce qu'on réalise une thérapie génique que l'on modifie le génome. Évidemment, il y a des thérapies géniques avec des vecteurs lentiviraux, par exemple, qui modifient le génome, mais les études cliniques avec des RNA messagers, comme par exemple en mucoviscidose, je ne sais plus très bien où elle l'est, mais c'est pas de la modification du génome, et d'ailleurs, on doit réadministrer périodiquement sous forme d'aérosol, nébulisation, CFTR, c'est la mucoviscidose ici, on doit périodiquement, très régulièrement, réadministrer la préparation parce que le mRNA est dégradé et n'est pas intégré, il ne peut pas être intégré dans le génome. Le plus belle, si quelqu'un vous dit oui mais les mRNA peuvent s'intégrer dans le génome, ben vous dites bien que nous avons un microbiome et un virome où en permanence nous avons des quantités incroyables de mRNA microbiens qui sont présents dans notre corps. Nous en avons pour le moment, au moment où je vous parle, et en séquençant notre génome, ce qui se fait quand même de plus en plus souvent en routine, jamais personne n'a trouvé que nous avions intégré de l'ADN, de virus herpès, mononucléose, etc. C'est de la science-fiction. Les seuls virus qui sont intégrés dans notre génome depuis la nuit des temps, qui font ces séquences appelées de junk DNA, ce sont des rétrovirus endogènes, parce que les rétrovirus ont cette propriété, mais ce sont les seuls et ce n'est pas de cela que l'on parle ici. En fait, ce qui a été un des freins majeurs au développement de ces vaccins à RNA messagers, c'est leur côté très pro-inflammatoire. Donc, nos cellules sont très armées pour se défendre contre des acides nucléiques qui viennent de l'extérieur. Il y a des récepteurs de l'immunité naturelle qu'on appelle les toll-like récepteurs qui, quand elles perçoivent des RNA venant de l'extérieur, qui n'ont pas été suivis la filière habituelle, déclenchent des réponses inflammatoires très sévères. Et donc, il a fallu modifier ces RNA messagers, notamment en favorisant une méthylation importante pour réduire leur caractère pro-inflammatoire qui indiscutablement était un frein à leur utilisation dans les études cliniques. Une des seules, entre guillemets, rumeurs anti-vax que j'ai entendues, qui était vraie, c'est que dans un essai avec du RNA messager dans je ne sais plus quelle maladie, il y a 10 ou 15 ans d'ici, un sujet est mort d'une sorte pas de choc septique, parce que c'est pas des bactéries, mais de CIRS, dirait-on, de CIRS sévère, d'état inflammatoire sévère, mais à l'époque, c'était pas des RNA qui étaient adaptés de la façon actuelle, et voilà le type de modification. Je suis pas un biochimiste, donc je pourrais pas vous les expliquer, mais on a réellement dû modifier, donc vous avez ici en rouge, toutes les modifications qui ont dû être apportées à ces RNA pour les rendre acceptables en termes inflammatoires. Mais, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, c'est clairement moins sympathique de recevoir un vaccin Covid qu'un vaccin grippe. On y passera tous et toutes, en tout cas moi c'est la semaine prochaine. Et la proportion de gens qui ont plus mal au bras, voire très mal au bras, voire parfois des ganglions, voire parfois un peu de fièvre, ça reste une proportion relativement limitée, de l'ordre de 10%, mais c'est beaucoup plus qu'avec la grippe et c'est vraiment lié à ces propriétés pro-inflammatoires de l'ARN.
Alors, il y a eu d'autres freins à l'utilisation de ces mRNA et il a fallu du temps pour les dépasser, notamment le mRNA est extrêmement fragile. Hein. On sait bien que l'ADN peut persister des milliers d'années et sert parfois à la paléontologie, etc. Par contre, l'ARN messager, il est extrêmement labile. Donc, pour arriver à lui faire qu'il atteigne sa cible dans la cellule, il faut l'enrober dans des nanoliposomes. Ça aussi, il a fallu des années pour le comprendre. Et puis, ce qui a été également déterminant et ce qui a permis réellement de réagir rapidement, c'est que dès le premier SRAS d'il y a 15 ans, on avait compris que cette protéine spike était réellement le talon d'Achille du virus et que c'est ça qu'il fallait cibler. Et par ailleurs, on a pu étudier ces modifications de conformation et le vaccin va vraiment permettre de produire une protéine dans une forme idéale parce que c'est la forme qu'elle adopte, juste avant sa fusion avec le récepteur S2. Alors tout ça a permis de faire ces 3 vaccins, donc le Pfizer, le Moderna et le CureVac, mais il y en a également d'autres en Chine, etc. Celui qui a gagné la course dans les études de phase 3, c'est le vaccin de Pfizer, dont voilà le papier du New England publié fin décembre. Et donc, très rapidement, vous avez quand même un bon nombre de sujets, 18 000 sujets vaccinés, 18 000 sujets placebo, avec une proportion quand même significative de sujets de plus de 55 ans, avec certaines comorbidités, etc. Et globalement, ça c'est 2 façons d'évaluer les résultats, une efficacité de l'ordre de 95%. Alors là aussi, il y a toute une série de vidéos, d'articles qui disent oui, c'est surévalué parce que dans l'étude, il y avait toute une série d'événements considérés comme des événements pouvant être des Covid, mais avec des PCR négatives, qui représentent un grand nombre d'événements. Ils n'ont pas été comptabilisés, mais il n'y a aucune raison que on ait plus de faux négatifs dans le groupe des vaccinés que dans les groupes des placebos. Et donc, moi, j'ai refait les calculs moi-même en prenant en compte tous ces événements pour lesquels on pouvait soupçonner un Covid, mais avec une PCR négative. Et je pense quand même que l'efficacité excellente n'est absolument pas altérée si on prend en considération ces cas avec des PCR négatifs. Voilà, donc ça c'est une, je ne sais plus très bien, je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc ça c'est une courbe de Kaplan-Meier qui vous montre après la première dose, la protection qui s'installe, hein, si vous comparez par rapport au placebo. Donc la protection est déjà visible après le 14e jour. Et ça a créé une sorte de polémique à laquelle je n'ai pas de réponse. Hein, je suis pas. Il y en a qui disent, écoutez, si c'est clair, on a fait une deuxième dose, mais qui nous dit que si on n'avait pas fait la deuxième dose, on n'aurait quand même pas eu une protection optimale avec les difficultés logistiques que ça implique, avec les coûts, les effets secondaires réactogéniques, etc. Est-ce que la deuxième dose est bien nécessaire ou pas? C'est clair que ce sont les études de phase 1 et 2 qui, en étudiant les titres d'anticorps neutralisants et leur durabilité, ont dit qu'il fallait faire les 2 doses. Maintenant, est-ce que d'un point de vue de la gestion de l'épidémie, ce serait rentable de ne faire qu'une dose et pas 2? Je ne sais pas. Je crois que c'est vraiment des modèles mathématiques. Est-ce que ces modèles sont bien faits? Est-ce qu'ils tiennent compte du fait que les gens se croyant totalement protégés alors qu'ils ne le sont qu'à 70% ne vont malgré tout pas adopter des comportements dangereux qui vont en quelque sorte réduire l'efficacité globale? Bon, moi personnellement, je pense que si les études de phase 1 et 2 ont suggéré qu'il fallait 2 doses, je pense qu'il faut 2 doses. Mais ce n'est que mon avis et je pense que tout peut être entendu en la matière. Donc, en termes d'effets secondaires, c'est un petit peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire là, vous avez les effets secondaires classiques, hein, la fièvre, la fatigue, les maux de tête, etc., en fonction des différents groupes d'âge après la première dose et la deuxième dose. Ce qu'on peut voir, que c'est malgré tout des effets secondaires attendus après un vaccin et qui sont d'habitude plus importants chez les jeunes que chez les sujets plus âgés. Donc les jeunes ici, vous voyez, les colonnes sont plus hautes que chez les sujets plus âgés et ils sont généralement plus importants après la deuxième dose qu'après la première. Notez, ceci dit, qu'il y a des effets secondaires de type maux de tête ou de type fatigue qui sont pratiquement les mêmes chez les placebos et chez les vaccinés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données de phase 4?
Ça, c'est des données qui datent d'il y a une semaine. On est maintenant aux États-Unis, si je me souviens bien, à plus de 10 millions de personnes vaccinées. Ceci a été publié dans les Morbidity and Mortality Weekly Reports des CDC. Je pense qu'on va avoir un update, mais il n'est pas encore publié. Mais après les 2 premiers millions de personnes ayant reçu la première dose, on avait 0,2% d'effets secondaires rapportés, dont 175 cas d'allergie et 21 cas d'anaphylaxie, qui ont tous bien évolué, sont tous rentrés chez eux. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces cas d'anaphylaxie, il y avait 17 personnes sur 21 qui avaient une histoire d'anaphylaxie sur des aliments, des médicaments, du venin, etc. Un délai bref, 13 minutes en médiane, d'où la nécessité évidemment de surveiller ces patients. Alors, oui, on peut en parler ici éventuellement. Donc, quelles sont les contre-indications d'ordre allergique à ces vaccins? Il n'y en a qu'une seule qui est une contre-indication absolue. C'est alors dans mon diaporama que j'ai refait aujourd'hui, je n'ai même pas essayé de le lancer parce que à mon avis c'est lui qui a bugué. J'avais ajouté la composition exacte, donc il n'y a pas de protéines d'œuf, il n'y a pas d'amicacine, ces choses qui sont généralement des allergènes classiques des vaccins, il n'y a pas d'adjuvant de type aluminium, etc. Mais il y a du polyéthylène glycol, aussi bien dans le Pfizer que le Moderna, et l'anaphylaxie au polyéthylène glycol est décrite, elle est rare. J'ai interrogé les allergologues, moi je ne suis pas spécialiste de l'allergologie, mais elle existe et donc ça constitue une contre-indication absolue. Donc le consensus est là aussi, la Société belge de dermatologie a écrit des recommandations. Donc le consensus, c'est de dire que toute personne qui a fait une allergie grave peut être vaccinée à condition qu'une surveillance médicale soit assurée, sauf dans le cas où on a une notion d'allergie au polyéthylène glycol. En cas de doute, et ça les dermatologues savent les questions qu'ils doivent poser pour le soupçonner, des tests cutanés peuvent être réalisés avec un résultat très rapide pour déterminer si le sujet peut être vacciné ou pas. Alors, les autres vaccins, là aussi dans ma présentation updatée, j'avais mis le papier du New England sur le vaccin Moderna, mais qui a des résultats qui sont tout à fait semblables en fait, avec une efficacité de 94%, y compris chez des sujets âgés. Alors, la particularité de l'étude de Moderna par rapport à l'étude de Pfizer, c'est qu'ils ont étudié les porteurs asymptomatiques, ce que n'avait pas fait Pfizer. Et il montre une réduction du portage asymptomatique de 60%, pas de 100%. Donc, il y a clairement eu dans les vaccinés des gens qui avaient une PCR positive sans aucun symptôme, ce qui est une question récurrente, mais c'est une réduction de 60%. Donc, à part les vaccins, je dirais quelques vaccins dirigés contre des toxines, comme la diphtérie ou le vaccin coqueluche, je ne connais aucun vaccin qui aurait un effet pour protéger les personnes, mais qui n'aurait aucun impact sur la circulation du micro-organisme. Donc ça va quand même de pair. Maintenant, ça va de pair parfois avec un parallélisme absolu, parfois moyen. Mais donc, il est indiscutable que ces vaccins vont permettre de réduire la transmission du virus. Savoir si ce sera une efficacité de 100%, de 60%, je n'en sais rien, mais ça va contribuer à le faire. L'incertitude sur le 100% ou le 60% fait qu'il est très logique, évidemment, de continuer à appliquer les mesures de précaution, le masque, etc., même si on est vacciné. Et je suis convaincu que jamais on délivrera des certificats de vaccination qui feront office de blanc-seing pour se passer de masque ou de ce genre de choses. Ça ne va pas arriver, ça. Je crois que c'est tout à fait logique. Alors, les vaccins adéno, j'en ai parlé, AstraZeneca, Johnson & Johnson, là, je n'ai pas les résultats ici. Là aussi, pour tordre le cou à des rumeurs, donc là où il y a une vidéo qui a beaucoup circulé avec un généticien qu'on voit au coin d'un feu de bois qui explique pendant 15 minutes comment fonctionnent ces vaccins, qui le fait fort bien, et puis qui distille de véritables mensonges, puisqu'il affirme que les vecteurs adéno ont été utilisés en 2002 pour traiter des enfants atteints d'un syndrome d'immunodéficience combinée sévère.
et que c'est très très beau, mais 2 enfants sur 10 ont développé des leucémies parce que l'adénovirus est allé s'intégrer au niveau d'oncogènes. Et donc, c'est faux, hein, c'est totalement faux. Le monsieur lui-même cite la référence, il suffit de la lire pour voir que c'est un vecteur rétrovirus. Un rétrovirus et un adénovirus, c'est extrêmement différent. Et les autres références, et ça j'attire votre attention parce qu'il faut vraiment être attentif et être virologue pour ne pas se laisser avoir, c'est qu'il y a d'autres virus utilisés en thérapie génique qu'on appelle les virus adéno-associés, et ce sont de faux amis parce que ce ne sont pas des adénovirus, ils n'ont rien à voir avec les adénovirus, simplement ils ont été découverts en même temps et on leur a malheureusement donné ce nom de virus adéno-associés. Donc si on vous dit que les virus d'AstraZeneca, le vecteur d'AstraZeneca et de Johnson Johnson sont comme les virus adéno-associés, eh bien ce n'est pas vrai. Alors, on arrive déjà plus ou moins, non, là aussi j'avais introduit pas mal de choses. Donc bien évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la probabilité, c'est les notions relatives aux immunodéprimés, aux maladies auto-immunes. Donc c'est deux questions très très différentes. Tous les vaccins dont on vient de parler ne sont pas des vaccins vivants, même les virus adéno, on leur a retiré tout ce qui leur permettrait de se répliquer. Donc, ils sont incapables de se répliquer et ne peuvent en aucun cas être assimilés à des virus vivants. Donc, ils peuvent être administrés à des patients immunodéprimés sans le moindre danger. Idem, évidemment, pour les vaccins à RNA messager. La grande question est de savoir quelle sera la qualité de la réponse obtenue. Et je n'ai pas la réponse à ça. Je crois que c'est parmi les vaccins qui ont le plus de chances par la façon dont ils agissent, c'est-à-dire en stimulant à la fois les lymphocytes T helper et les lymphocytes B, parce que souvenez-vous de vos cours d'immuno, si on injecte une protéine, on va très très peu stimuler la réponse cellulaire, on va surtout favoriser une production d'anticorps. Par contre, si cette même protéine est synthétisée dans une de nos propres cellules, on aura une réponse plus complète avec des lymphocytes T cytotoxiques, et aussi avec une production d'anticorps. Donc, ce sont clairement les meilleurs vaccins possibles en termes d'immunogénicité. Et donc, logiquement, mais ça n'a pas encore été étudié, notamment l'étude de CureVac va porter là-dessus, on peut postuler que des patients très difficiles à vacciner, comme les dialysés, etc., répondront mieux à ces vaccins-là qu'à des vaccins plus classiques basés sur des protéines recombinantes. La seule situation où il est extrêmement improbable qu'un patient puisse répondre, c'est par exemple les patients qui ont reçu du rituximab, qui va déprimer totalement la production d'anticorps et a même un impact sur la réponse T par des mécanismes divers. Donc, la plupart des sociétés savantes recommandent de vacciner les patients immunodéprimés, sauf peut-être ceux qui viennent de recevoir du rituximab dans l'année parce que ceux-là ne répondront pas. On considère que c'est perdre son argent et risquer de donner une réponse inflammatoire locale désagréable pour rien. La problématique… Oui. Est-ce qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux qui auraient aussi un effet… Non, pas de façon aussi radicale. Donc, on considère que les anti-TNF, les anti-interleukine bêta, les antirécepteurs de l'IL6, les anti-interleukine 23, etc., ont un impact qui n'est pas suffisant sur les vaccins en général. Hein, ça a été étudié avec des autres vaccins et donc n'en auront probablement pas ici. Je ne sais pas si vous pensiez à un autre en particulier. Non, pas particulièrement, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques patients sur… Dr Morel demande le daratumumab. Alors, c'est lequel ça encore? C'est dirigé contre quoi? Ah, voilà, bonsoir. C'est un anti-CD38 qui cible les plasmablastes activés qu'on utilise dans le myélome. Oui. Et notamment, ce serait une maladie auto-immune en cours d'investigation. Donc, ça agit à un stade en aval, en fait, du rituximab. Donc, vraiment sur les plasmablastes activés qui produisent les anticorps. À mon avis, là je vous réponds par logique, mais je pense que vous aurez la réponse aussi. Je parierais que c'est quand même un impact comparable à celui du rituximab à partir du moment où ça cible les plasmablastes. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt à envisager de monitorer la réponse en termes d'anticorps chez ces patients?
Anticorps anti-spike protéine. Sûrement, sûrement. Maintenant, il faut aussi voir. Donc, on peut tester. Bon, évidemment, dans tous les laboratoires maintenant, même au coin de la rue, on peut tester les anticorps anti-protéines S. Mais on peut aussi, sans trop de difficultés, tester les anticorps neutralisants. Donc, ça, je pense que c'est une recherche qui mériterait d'être faite. Et je sais que nos collègues à Liège sont extrêmement intéressés de faire ce type de test sur les premiers patients, notamment, pas nécessairement ceux qui ont reçu les anticorps, hein, mais des patients a priori immunodéprimés comme les patients dialysés pour tester la réponse en anticorps neutralisants. Mais ça peut être fait. Je pense que ça va se faire très rapidement. Et c'est, à mon avis, les études sont en cours un peu partout dans le monde. Ouais. Merci beaucoup. Alors, les maladies auto-immunes, c'est ça aussi, c'est une grande crainte hein, qui est récurrente. Est-ce que les vaccins ne déclenchent pas des maladies auto-immunes? C'est probablement un des seuls arguments, je dirais, vaccinaux méfiants qu'on peut entendre, parce qu'il y a une logique là-dedans, c'est de dire qu'à partir du moment où il y a un mimétisme, pour expliquer comment les maladies auto-immunes surviennent, on explique aux étudiants que les infections sont souvent le primum movens parce qu'il y a un mimétisme, il y a des séquences d'acides aminés communes aux microbes et à nous-mêmes, et que l'infection va en quelque sorte faire le péché originel qui fait perdre la tolérance. Donc, c'est une crainte logique. Le fait est que ça n'a pratiquement jamais été observé. Donc, les seuls exemples où je pense qu'on peut affirmer qu'il y a eu un lien, c'est le Guillain-Barré, hein, qui avait le lien malgré tout. Je parle de vaccins. Si pour les infections, c'est beaucoup plus. C'est clair que le lien entre infection et maladie auto-immune, lui, est très très clair. Hein. Les scléroses en plaques, notamment, il y a un lien très clair avec certaines infections virales. Pour les vaccins, c'est beaucoup moins clair. Le lien sclérose en plaques, vaccin, hépatite B a été totalement infirmé. Par contre, le Guillain-Barré, je pense qu'il y a malgré tout une littérature assez solide qui montre qu'il y a probablement un petit effet, surtout pour le vaccin contre la grippe. Certains vaccins de méningite de type B l'avaient aussi peut-être favorisé. Il y a eu la narcolepsie, catalepsie avec le vaccin H1N1 dans la pandémie de 2009, aussi observé d'ailleurs avec l'infection naturelle. Mais c'est pratiquement tout. Donc, c'est une crainte qui est théorique et il faut bien concevoir que l'exposition à l'antigène vaccinal est une exposition extrêmement brève dans le temps, relativement limitée et qui en aucun cas n'est comparable à ce qui va se passer dans une infection avec une charge virale importante, un contexte inflammatoire encore beaucoup plus important. Or, pour abaisser le seuil, je dirais, de réactivité de lymphocytes auto-immuns, tout ce qui est le contexte inflammatoire, notamment qui va influencer l'expression des corécepteurs par les cellules dendritiques, est très important. Donc probablement que c'est quelque chose qu'on peut théoriquement entendre, mais qui dans les faits ne se produit pas, ou en tout cas se produit de façon exceptionnelle. Alors, je crois que la seule chose qu'on peut, me semble-t-il, considérer, c'est des personnes qui ont fait un Guillain-Barré ou bien des polyneuropathies démyélinisantes chroniques qui s'y apparentent, hein, où là, les sociétés savantes se sont positionnées en disant si un patient a fait un Guillain-Barré sur un vaccin de grippe, on ne doit jamais lui refaire de vaccin de grippe, mais par contre, on peut lui faire les autres vaccins, y compris le vaccin du Covid. Et jusqu'à présent, à ma connaissance en tout cas, dans les millions de personnes vaccinées, avec un recul malgré tout de quelques semaines, on n'a pas observé de Guillain-Barré, alors qu'on a observé des Guillain-Barré sur des Covid et qui sont très probablement liés à l'infection virale elle-même. Donc, mis à part cette histoire du Guillain-Barré qui mérite quand même une petite discussion, j'ai eu plusieurs patients qui m'ont dit j'ai fait un Guillain-Barré, est-ce que je peux me faire vacciner? Donc, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Je pense qu'on peut, sans aucune arrière-pensée, dire que les personnes avec des maladies auto-immunes peuvent être vaccinées contre le Covid. La problématique des femmes enceintes, qui est une problématique compliquée, parce qu'évidemment, vous avez le sacro-saint principe de précaution, surtout quand il touche quelque chose d'aussi sacré, je dirais, que la grossesse. Bien évidemment, dans les études de Pfizer et de Moderna et de CureVac, il n'y avait aucune femme enceinte, donc on n'a pas de données là-dessus. Néanmoins, il y a
dans les millions d'Américains, Américaines qui ont reçu le vaccin, il y a des grossesses qui sont en cours. Hein. Je n'ai pas encore les chiffres, mais ça se dit. Et par ailleurs, les études animales, les modèles, je dirais, précliniques et la façon dont ces vaccins agissent ne laissent prévoir strictement aucun problème. Il n'y a pas d'intégration dans le génome, etc. Donc, tout au début, il y a eu un message de précaution globale. Les Américains ont très rapidement évolué. Donc là aussi, j'avais préparé mais je vous les ferai parvenir, hein, mais c'est facile d'accès. Les Américains avaient, très récemment, le Collège américain des obstétriciens a donné un message beaucoup plus souple, disant que il ne fallait pas exclure les femmes enceintes de la vaccination et que si elles étaient soumises à un risque important par leur profession, leur environnement, etc., on pouvait, de façon, je dirais, consensuelle, décider de les vacciner. De même, les femmes allaitantes, là, ce même collège a clairement décidé qu'il n'y avait aucune raison de refuser à une femme allaitante de se faire vacciner. Et de même, la perspective d'une conception, plusieurs sociétés américaines ont également dit qu'il n'y avait aucune raison, puisque le vaccin ne va pas s'intégrer dans le génome et rapidement détruit, il n'y avait aucune raison d'avoir un délai entre la conception et la vaccination. Néanmoins, et je crois qu'il faut le savoir, parce que nous vivons dans une société, il faut tenir compte des avis de tout le monde. La position de la société belge, donc la GGOLF, le groupe des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique, ont une position beaucoup plus prudente en disant que, sauf rare exception, pas de vaccin pendant la grossesse, pas de vaccin pendant l'allaitement et 2 mois d'attente avant une conception. Alors moi, ça me dérange beaucoup parce que ça introduit le doute. Hein. Vous dites non, ce vaccin ne peut pas s'intégrer dans le génome, mais vous dites qu'il faut quand même attendre 2 mois pour qu'on puisse concevoir. Mais par ailleurs, on ne fait pas de test de grossesse avant de vacciner les gens, donc il y a une sorte de choses inconsistantes. Et donc, je crois savoir qu'il y a pour le moment des discussions entre gynécologues pour avoir une position plus ouverte par rapport à ça et pour que des infirmières qui décident de travailler malgré leur grossesse, ce qui est leur droit, puissent, infirmières ou d'autres corps de métier, hein, puissent éventuellement bénéficier du vaccin. Je crois que les choses vont bouger dans les jours qui viennent. Il faut savoir que la médecine du travail, qui malgré tout est compétente en matière de vaccination des soignants, a calqué sa position sur celle de ces sociétés savantes et donc, a priori, la médecine du travail refuserait de vacciner des femmes enceintes qui seraient désireuses d'être vaccinées. Alors, la grande question des enfants, donc là je suis plus en faveur du principe de précaution. Donc, pour les femmes enceintes, pour terminer avec ça, c'est de dire évidemment qu'elles sont à risque. Il y a de multiples études qui montrent que le Covid est plus sévère chez les femmes enceintes, et ça, on le savait déjà bien pour la grippe, hein, c'est un grand classique, avec plus de fausses couches, plus de maladies sévères des mamans qui vont aux soins intensifs, etc. Donc, indiscutablement, ça mérite d'être discuté. Pour les enfants, c'est différent. Parce que on a montré que la réactogénicité était beaucoup plus importante chez les tout jeunes adultes, 16-17 ans, que chez les gens plus âgés. Et donc, personne ne sait si malgré tout, chez un enfant de 7-8 ans, on ne va pas avoir une réactogénicité inacceptable. Et donc, ça doit être testé, me semble-t-il, d'autant plus que chez les enfants, le Covid est très peu sévère. Donc, personnellement, je suis à ce stade-ci contre la vaccination des enfants. La problématique 1 dose versus 2 doses, ben, j'en ai dit un mot. J'ai pas la réponse, hein. Je crois qu'on peut tout entendre. Il y a des modèles qui disent que d'un point de vue global, sociétal, atteinte rapide du seuil d'immunité de meute et de la circulation du virus, il vaudrait mieux vacciner tout le monde avec 1 dose plutôt que de faire avec les 2 doses. Le portage asymptomatique, j'en ai parlé aussi. Et j'ai encore 2 points à discuter et puis j'arrête. La durabilité de l'effet. Donc, bien évidemment, on peut présumer qu'il faut quand même s'inspirer de ce qui se passe dans une infection naturelle en disant que éventuellement le vaccin va l'amplifier quelque peu, mais c'est de ça qu'on part. Alors, on a été tous évidemment très inquiets parce qu'il y a eu à l'automne des articles qui suggéraient que les anticorps des patients infectés dans la première vague disparaissaient très rapidement, il n'y a pas d'immunité, on est réinfecté, etc. Fort heureusement, bon,
Les gens oublient ce qu'est le système immunitaire. Hein. On ne peut pas garder toute sa vie les anticorps qu'on a fait contre toutes les infections qu'on a rencontrées. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Les cellules mémoire sont là pour ça. Et fort heureusement, vous avez ici la décroissance des anticorps après le début des symptômes. Et très naturellement, les anticorps vont diminuer. Mais vous avez en parallèle les cellules mémoire spécifiques qui, elles, continuent à augmenter des mois après l'infection. Donc très probablement, une immunité persiste même après une infection naturelle et on peut raisonnablement postuler que ce sera également le cas avec le vaccin. Alors, est-ce que malgré tout, dans cette course de vitesse, c'est vraiment une course de vitesse, hein, une infection, c'est un train en marche, hein, et pour faire une petite incise, le fait que des médicaments antiviraux a priori efficaces comme le remdesivir ne soient pas efficaces ou très peu efficaces, c'est parce que il n'est efficace que pendant vraiment, il faut vraiment le donner au très très bon moment, et si vous ratez le train, ben, le médicament ne sert plus à rien. Donc c'est une course de vitesse, une infection virale. Alors est-ce que les lymphocytes B mémoire vont arriver suffisamment vite à produire des anticorps suffisamment neutralisants avant que le virus ne soit passé? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Il y a des exemples où c'est le cas. Hein, l'hépatite B, par exemple, vous savez, même si vous n'avez plus d'anticorps anti-HBS, il suffit d'avoir des cellules mémoire et vous êtes protégé parce que les anticorps sont tellement puissants qu'avec une toute petite quantité, l'infection s'arrête. Est-ce que ce sera le cas ici? Je pense que oui, mais ça aussi, l'avenir nous le dira. Et je termine évidemment par les variants. Donc les variants, il y en a tout ou plein. Hein. Il y en a des, voilà les variants qu'on a eu à Liège en août, en septembre ou en octobre. Il y a toute une collection de ces variants. J'ai une de mes patientes qui revenait d'un mariage au Congo-Brazzaville. Elle est revenue avec un variant que personne n'avait jamais vu et qui est impossible de comparer à aucun des variants connus, tel point qu'on se demande si c'est bien le même virus. Donc, clairement, ces virus, ils changent tout le temps. Et je ne pense pas que ça doive nécessairement nous inquiéter parce que voilà, c'est comme les races de chiens. Bon, vous avez les Chihuahuas et les Doberman, mais ils ont quand même des points communs. On reconnaît tout de suite que ce sont des chiens. Et si la réponse immunitaire est dirigée contre la protéine spike, ben, globalement, cette protéine spike, même si elle a des variantes antigéniques, elle aura quand même globalement la même structure. Voilà ici, on a testé les anticorps neutralisants générés par le vaccin. On a comparé leur caractère neutralisant vis-à-vis de souches porteuses d'une des mutations du variant anglais et on voit que la ligne est absolument la même, donc ces mutations n'ont strictement aucun impact sur la capacité à neutraliser. Alors ça n'a pas encore été aussi clairement démontré pour la mutation, je l'avais ajouté ici de façon un peu plus scientifique que l'article du Parisien, parce que l'article était sorti, mais là aussi ça s'est perdu dans mes modifications. La fameuse mutation E484K du variant sud-africain, elle fait un peu plus peur, mais malgré tout, la plupart des experts pensent que à partir du moment où le vaccin va stimuler des milliers de clones différents de lymphocyte B, hein, c'est pas un monoclonal, hein, il faut pas s'imaginer que le vaccin est égal à un monoclonal dirigé contre la protéine spike, c'est un ensemble d'anticorps dirigés contre des morceaux différents de la protéine, plus des lymphocytes T, ne l'oublions pas, et donc ça donne une réponse robuste qu'il est très peu susceptible de voir totalement annihilé par une mutation ponctuelle. Peut-être que les souches qui ont ce vaccin, ben, les souches qui ont cette mutation, l'efficacité du vaccin passera peut-être de 94 à 80%, mais ça devrait quand même faire le travail. Et donc, je pense que le climat de grande peur qu'il y a eu autour de ces variants est en train, en tout cas en termes de vaccin, de retomber quelque peu. Voilà, désolé pour tous les problèmes techniques. Je crois vraiment que j'ai jamais vu une présentation PowerPoint qui se chamboulait comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Je vous remercie. Merci en tous les cas d'avoir